colloque qui pose des importantes questions concernant l'espace de parole et passion à notre époque. Existe-t-elle encore? Je vais présenter le cas d'une femme que j'appellerai Zoé, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler pendant mon stage de psychothérapeute au sein de la clinique psychiatrique cantonale de Mendrisio, en Suisse italienne. Zoé est une jeune femme de 44 ans. Elle a été hospitalisée sur indication de son mari suite à une crise pantoplastique. C'est sa deuxième hospitalisation. La première, avec les mêmes symptômes, s'était terminée juste 6 mois avant. Elle avait été démissionnée avec la prescription d'un léger neuroleptique. À l'apparence, presque rien n'était changé. Le cycle se répétait à nouveau. À la visite médicale, on diagnostiquera un syndrome psychotique aigu et transitoire, avec idéation délirante à caractère mystique et religieux et des idées de persécution par rapport à son mari. En absence de critique de maladie de la part de la patiente, elle a été évaluée dangereuse pour soi-même et pour les autres. D'ici, le renfermement d'urgence à régime forcé. Le médecin-chef me signale cette patiente pour un accompagnement psychothérapeutique qu'elle accepte de bon gré. Quand je la vois pour la première fois, elle m'apparaît déréalisée, un petit fantôme qui se promène dans les couloirs de l'hôpital. Blonde, de grands yeux bleus, un peu perdue dans le vide, mais qui s'allume quand on lui adresse la parole. À côté de nos rendez-vous de soutien individuel dans mon cabinet, elle adhère aussi spontanément au groupe d'art-thérapie que je tiens tous les mardis à l'autre bout de l'hôpital village, dans le bâtiment de la sociothérapie, créé au début des années 70, suite aux gros changements qui ont traversé toute la psychiatrie, stimulé surtout par la psychiatrie démocratique de Franco Basaglia en Italie, par la naissance des communiqués thérapeutiques de Maxwell Jones en Angleterre, et en France par la psychothérapie institutionnelle liée surtout à Jean-Ouvrier Guattari. Pendant les séances de psychothérapie, Zoé trouve un espace d'accueil et petit à petit, elle peut s'ouvrir à la relation en racontant sa vie, que je résume ainsi. Zoé naît en Lettonie sous le régime communiste. Elle est la troisième d'une fratrie de 3 frères. Le père, menuisier, la mère adepte au nettoyage auprès d'un hangar d'autobus. Un frère majeur, mort d'overdose il y a quelques années. Zoé suit une scolarisation régulière dans son pays jusqu'au bac. Ensuite, elle commence à travailler comme secrétaire dans une entreprise qui fabrique des pantalons. Elle est mal rétribuée, souvent avec de la marchandise. Suite à des avances sexuelles de la part de son patron, elle décide de se licencier. Vu la situation difficile dans son pays et la précarité du monde du travail, elle décide de quitter son pays et de se diriger vers la Grèce, où elle trouve un emploi sur une île comme serveuse dans un grand hôtel de luxe. Le travail lui plaît, une ambiance pétillante, c'est le jet set. Mais elle reconnaît aussi que pendant cette période, elle buvait et elle fumait beaucoup. À la fin de la saison, elle rentre à Athènes, où elle travaillera chez un fureur, le nom du propriétaire Adam, comme celui de son père. Elle dit, à l'époque, il y avait beaucoup de femmes russes et ukrainiennes qui venaient acheter des fourrures. Zoé était échantée par ce beau monde de farce et de richesse. Elle ajoute, à l'époque, je ne pensais pas aux animaux. Mais une fois le visa épuisé, elle sera expulsée de la Grèce. Elle demeure alors dans un centre exilant pendant 7 jours. Ensuite, elle sera envoyée à Salonique avec le projet d'être rapatriée. Elle réussit à s'échapper du train en course avec 2 compagnons de voyage. Et après une série de péripéties, elle se retrouve à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. À la fin, elle se retrouve obligée de rentrer à nouveau en Lettonie. Pendant cette période, elle découvre une agence qui vend des visas pour la Suisse, avec des contrats conventieux. À l'époque, elle me dit, je ne savais même pas ce que c'était la Suisse. Mais elle y adhère en versant une somme d'argent.
Une fois en Suisse, elle sera employée dans un bar de nuit. Dans ce contexte, elle connaîtra un homme d'une vingtaine d'années plus âgé. Elle me dit « J'ai été attirée surtout par l'élégance de ses vêtements. J'ai été frappée par son beau pull de cachemire rouge et par ses belles manières. Il était un ancien policier, mis en validité après la mort de son père à cause d'une forte dépression. » Zoé prend alors l'occasion pour se détacher de l'ambiance des nights et en toute vitesse, il célèbre le mariage à San Francisco. Une fois de retour en Suisse, elle s'installe chez lui. Un mariage en blanc. Le couple dort dans des lits séparés, quasiment aucune relation sexuelle. Elle a pleine liberté, elle sort le soir, elle s'amuse à danser avec ses copines. À la maison, au début, surtout, il y a des crises avec des attaques de colère de la part des deux. Elle consomme régulièrement de l'alcool avec la complicité de son mari qui lui acheta des casses de superalcooliques. Et puis, peu à peu, même les crises s'estompent et elle se renferme en soi-même. 2 années plus tard, elle se sépare. Elle aura un enfant d'un autre homme, encore une fois, de 20 années plus âgé d'elle. Vers la fin de la grossesse, elle coupe la relation et elle retourne chez son mari qui décide de s'assumer la paternité, en accord avec le père biologique. 2 ans après, un deuxième enfant, cette fois la paternité est celle de son mari. De sa part, Zoé exprime sa préoccupation pour ses 2 enfants, qui ont maintenant 10 et 12 années, et qui dorment avec le père, alors que Zoé a une chambre séparée. Sur cet aspect, le point de vue de Zoé et celui de son mari divergent fortement. La situation n'est pas claire. C'est sur ce point que le médecin me demande de creuser un peu plus. Rencontrer Zoé aussi à l'intérieur d'un groupe d'art-thérapie me permet d'observer la patience dans ses mouvements à l'intérieur d'un groupe et d'observer ses modalités relationnelles avec les autres participants. Douée d'une remarquable sensibilité, très collaborative et attentive aux besoins d'autrui, jusqu'à oublier soi-même. À l'intérieur du setting art thérapeutique de groupe, Zoé réalise 4 dessins en 4 semaines successives, le temps de son séjour à l'hôpital. Et Zoé représente un paysage dans la nature. En premier plan, en pré-épée et en culte. Sur la droite, un arbre. Dans la zone centrale, un espace vide coloré en rose. Et dans le côté supérieur du dessin, le ciel avec un grand soleil jaune. Dans l'ensemble, les éléments représentés expriment un sens de tranquillité, d'harmonie. Il y a du flou et du vide. Le choix du médiateur artistique parle aussi. L'aquarelle est véhiculée par l'eau, l'élément primordial lié à l'origine de l'œuvre. Un élément qui dématérialise. Son utilisation exprime la capacité de lâcher prise, de dissoudre des anciens schémas et structures en accompagnant un mouvement antérieur en délire. C'est un travail libératoire, relaxant. Pendant le moment de parole, Zoé exprime aussi son état de tranquillité au présent. En présentant son dessin avec une petite voix, elle parle de ses peurs. Elle se réfère en particulier à ses relations familiales qu'elle a choisi de représenter par des oiseaux noirs qu'on peut voir en haut à droite. C'est dans un deuxième temps, en regardant avec plus d'attention ce dessin, que je remarque aussi les oiseaux blancs positionnés derrière le soleil. Les oiseaux représentent symboliquement le vol, la liberté, l'aspiration vers le haut. Le fait que Zoé ait représenté des oiseaux blancs sur la gauche et des oiseaux noirs sur la droite touche mon attention. L'opposition blanc-noir me suggère l'hypothèse qu'une première catégorie signifiante soit présente. Greimin, sémiticien plasticien structuraliste, sur la base des travaux de Lévi-Strauss, nous dit que le sens naît du contraste. Pour la sémiotique plastique, c'est la présence de 2 éléments opposés appartenant à une même catégorie qui fait naître le son. Les pionniers de la sémiotique plastique définissent le langage plastique comme un langage sémisymbolique, c'est-à-dire un langage qui se situe entre le langage des mots et le langage proprement symbolique, le langage onirique. Caractéristique du langage sémisymbolique est celle de fonctionner par catégorie d'opposés. Si au niveau de l'imaginaire collectif de notre culture, le blanc représente la pureté et l'innocence, au niveau transpersonnel, le blanc évoque la lumière primordiale, l'origine du monde, l'origine des temps, le début de la vie. Par contre, le noir, dans la symbolique des couleurs, est souvent relié aux peurs enfantines, aux ténèbres, à la mort. Dans ce dessin, il manque toute présence humaine. Il n'y a pas de sujet, sauf le sujet en création.
Ce vide au centre, toutefois, n'est pas absolu. Et une tache rose. La couleur rose, qui acquiert sa symbologie pendant le romantisme, est souvent associée en sentiment de tendresse, de féminité. Il est aussi la couleur de l'encarné, de la peau, pour citer Ancieux. Un grand soleil jaune qui symboliquement est associé au principe apollinien, le logos, le symbolique nom du Père, domine en haut à gauche. Son tracé toutefois est stylisé, et il est représenté de façon un peu enfantine. À l'autre coin de la feuille, un jeune arbre qui suggère un élément vital. Malgré l'état de fragilité de Zoé par rapport à son identité, ce dessin me laisse entrevoir un pronostic favorable. Les ressources sont là, quelque chose de l'ordre d'un mouvement profond évoqué, bien que ce soit encore dans le flou. La semaine suivante, Zoé se présente ponctuellement au groupe d'art-thérapie et réalise une autre aquarelle. Dans ce deuxième dessin, disparaît la plupart d'éléments figuratifs. Un fond réalisé comme une texture devient le prétexte. En bas, le brun qui fait écho avec la terre, et en haut, le bleu clair du ciel. Entre les deux, des couleurs chaudes et des lignes grises. Quelque chose est au travail. Du point de vue figuratif, le soleil laisse sa place à un cœur réalisé avec des couleurs chaudes. Une ligne noire réalisée avec le crayon signe clairement le bord, la limite. La même ligne noire choisie pour représenter les trois oiseaux noirs qui se répètent de façon presque identique au premier dessin. Ceux qui se répètent, la symptôme qu'on dit souvent en art-thérapie. Zoé se réfère toujours à cette peur par rapport à ses relations familiales, sans entrer dans les détails dans le groupe. Par contre, pendant la rencontre individuelle, elle arrive à intégrer sa narration autobiographique avec une analyse de ses émotions précédemment refoulées avec l'abus d'alcool. Elle arrive à exprimer son sentiment de culpabilité et celui de insuffisance dans le rôle de mère. Elle porte en séance un rêve, dans lequel elle se voit représentée avec un ciel noir en plastique. Elle raconte ensuite, comme à l'époque, elle avait préféré arrêter de téter ses enfants à cause de prise de cocaïne. En revenant au dessin, avec un regard plus attentif, on peut identifier aussi les oiseaux blancs qui flottent maintenant librement dans l'air. Un de ces oiseaux se trouve au milieu du cœur. Ce sont ces petits détails qui me permettent de faire confiance et de croire à la possibilité d'une transformation positive. La troisième semaine, Zoé introduit des importantes modifications dans le choix du matériel et celle du médiateur. Elle choisit un format plus grand, le double par rapport aux aquarelles, en soulignant aussi un besoin d'expression majeure et une capacité. Elle quitte l'aquarelle pour travailler avec l'acrylique, un médium plus dense et matériel qui demande un acte de volonté majeur. Même du point de vue de contenu, nous assistons à un important changement. Elle revient au figuratif. Cette fois, elle représente un grand papillon, un animal symbolique par excellence en vertu de sa transformation de chenille au papillon en passant par la chrysalide. Chaque étape suggère une évolution psychique et l'accès à de nouvelles expériences. Différents auteurs reconnaissent un lien étroit entre l'univers féminin et le papillon. Marietje Gutas, archéologue d'origine lituanienne, dans son ouvrage Le langage de la déesse, présente le papillon comme épiphanie de la déesse mère, comme déesse de la régénération. L'autrice relie l'origine de cette symbolique, entre autres, à une peinture murale de la période néolithique retrouvée dans l'ancienne ville de l'Anatolie, Kakanoyuk, datée 6500 avant Christ. La forme des ailes du papillon est souvent associée avec les lèvres du vagin, une forme que l'on retrouve de façon stylisée dans les cultures archaïques et qui se présente aussi dans l'image de la double H, appelée aussi la bliss. Il faut dire qu'en Lettonie, le pays d'origine de Zoé, la culture matriarcale a survécu plus longtemps par rapport au reste de l'Europe, car la conquête de la part de la religion chrétienne est arrivée environ un millénaire plus tard. On peut maintenant observer quelques détails de cette représentation singulière. Le chromatisme du papillon touche mon attention. En effet, c'est rare de voir des papillons bruns, à part celle de nuit, mais celle-ci présente des éléments vivement colorés. On peut relier ce choix chromatique au marron du terrain du premier dessin. Cette renaissance sort directement de la Terre, une renaissance terrestre donc.
Dans sa représentation, Zoé trace aussi des petites pattes avec un signe très clair. C'est comme si, métaphoriquement, Zoé commence à se tenir debout. Elle déploie ses ailes qui ne lui permettent pas encore de voler. Son besoin d'expression est tellement grand que ses ailes dépassent le bord de la feuille. Elle n'est pas encore en mesure de voler librement, mais le fait de se tenir debout, c'est déjà un premier pas. Les oiseaux noirs et blancs, placés aux marges des deux premiers dessins, disparaissent, pour laisser maintenant la place au milieu à trois oiseaux rouges. De l'opposition blanc-noir naît un élément tiers, le rouge. Le système chromatique de l'Antiquité tournait autour de trois pôles, le blanc qui représente l'incolore, le noir la saleté et le rouge qui devient la couleur par excellence. D'après Michel Pastoureau, anthropologue de la couleur, le rouge renvoie au feu et au sang, à la passion. C'est en couleur qui est associée des fois au péché, à l'interdit, et d'autres fois à la puissance de l'amour. Dans le monde des symboles, nous dit encore Pastoureau, tout est ambivalent, et en particulier dans le monde des couleurs. Chaque couleur se redouble en deux entités opposées. Le surprenant est qu'à long terme, les deux côtés ont tendance à se confondre. Il me semble que cette opposition reflète la vie affective de Zoé. Même si elle n'explicite pas directement ces aspects pendant le moment de parole dans le groupe, elle en fait objet de discussion pendant des séances individuelles, en accompagnant son travail avec des nouveaux rêves, son inconscient et au travail. Le quatrième dessin, réalisé en utilisant toujours le grand format à l'acrylique, montre au niveau psychodynamique un ultérieur développement du monde antérieur de Zoé. Cette fois, elle représente une libellule blanche sur un fond bleu clair, un petit cœur au centre de son corps. Sur la droite, un gros soleil, plus chaud et plus rayonnant par rapport au premier. Sur la gauche, à nouveau, les oiseaux blancs. En bas, des branches des roses rouges et roses. Pendant le moment de parole, Zoé associe la trame des ailes de sa libellule au souvenir de la robe de chambre de sa mère. Un souvenir qui émeut Zoé à un niveau très profond. Ce souvenir lui apporte un mélange de nostalgie uni à un sentiment d'amour filial. Elle peut maintenant se relier à ce sentiment nourricier qui lui permet de refaire le lien avec les anciennes mémoires positives. C'est ainsi qu'elle fait revivre dans sa mémoire l'image de sa mère. À côté des roses rouges, dessine des roses roses, qui par la tendresse de la couleur expriment mieux l'âge de son innocence. Zoé sera démissionnée d'ici quelques jours, avec la prescription d'un neuroleptique et celle de suivre une psychothérapie. 9 mois après sa démission, je la recontacte pour lui demander la permission d'utiliser ses dessins pour ce colloque. Je la trouve dans un bon état psychique et physique. Elle me dit qu'elle n'a pas voulu suivre la psychothérapie conseillée et qu'elle a décidé de sa propre volonté d'arrêter de prendre le médicament une semaine après la démission de l'hôpital. Elle me confirme les bienfaits de l'art-thérapie. La médiation artistique et les moments de parole lui ont permis de prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à sa vie. Elle me dit qu'avant, elle ne voyait pas de voie de sortie et qu'elle ne voulait pas voir la réalité, qu'elle cachait d'abord à soi-même avec l'alcool. Elle ajoute que l'art-thérapie l'a aidée à mieux se connaître, que lui a permis de se libérer de ses peurs et du sentiment de culpabilité qui devenaient des vraies obsessions, en apprenant à s'accepter telle qu'elle est. Elle ajoute « Je n'ai plus besoin de démontrer rien à personne ». Par rapport à l'alcool, elle me dit qu'elle boit encore, mais de façon beaucoup moins compulsive. Elle ajoute « Le lendemain que j'ai bu, je n'arrive pas à jouir de la vie, car elle se sent opprimée. » Elle me dit « C'est un jour gaspillé ». Elle a commencé à faire du yoga et à prendre soin d'elle-même. La relation avec son mari est plus tranquille, bien qu'il y a sûrement encore du travail à faire. Ils se reprochent moins avec l'autre, l'un avec l'autre. Elle termine en me disant « Je suis une personne pure et je suis sûre que l'amour un jour va arriver parce que j'ai tellement d'amour à donner. » En conclusion, même en présence de troubles psychotiques, Zoé a pu activer ses propres ressources créatives qui ont accompagné et soutenu de façon significative son processus transformatif dans un passage très délicat vers une profonde restructuration de sa personnalité. Dans ce parcours, les énergies autodestructrices ont pu se reconvertir en faveur de la recomposition d'un noyau de personnalité qui présente une majeure cohésion intérieure, premier pas vers la création d'un moi authentique. Pendant toute l'hospitalisation, elle n'a pas eu de craving, de crise de manque, ni d'envie de boire de l'alcool.
Je pense que l'espace de parole et celui d'expression en groupe, dont elle a bien su profiter, lui ont facilité l'abstinence. Elle n'avait plus besoin d'avaler ses non-dits. L'art-thérapie a permis à Zoé de donner forme à ses conflits antérieurs et lui a permis de trouver des mots pour avoir accès à ses sentiments profonds fouillés au fond de son cœur. La médiation artistique a travaillé comme une trame enfilée qui a pu lui permettre un véritable espace de parole authentique. Dans ce cas particulier, même en pleine crise psychotique, la capacité de symbolisation était présente et elle s'est avérée un important canal